Salut! Bonsoir tout le monde! Comment allez-vous? On est lundi soir, j'espère que vous allez bien. J'ai passé un week-end de pas jouer à Warhammer, c'était pas mal pour une fois. C'est rare, ça fait un peu de... C'est bizarre, mais on reprend de plus belle le week-end prochain. Et même avant, hein, puisqu'on jouera jeudi soir, si mes souvenirs sont exacts. Salut Jink, salut Ctélion, salut Valek, Jérém, Keivan, Ordo, Ice Savannah, Elaria, Sonic Rocket, Kader. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Salut Clipement, que vous êtes bien reposés, que vous êtes à fond pour cette nouvelle semaine qui arrive. Euh, Non, oui, ce week-end j'étais à Nîmes. Et de manière assez impressionnante, il a flotté des cordes pendant tout le week-end. Moi, on me disait oui, dans le sud, il fait toujours beau. Viens, tu vas voir, ça va être super. Il a flotté tout le week-end. Mais flotté bien, quoi. Hein, pas de la petite pluie. Hein. Il a bien flotté tout le week-end. Et genre le dimanche midi, quand je vais pour prendre le train pour rentrer à Paris, grand soleil. Faut dire, hein, le sud, si je dérange. Hein. Faut me prévenir quand même. Hein. Si vous avez besoin, je peux descendre dans le sud, j'amène la pluie avec moi, aucun problème. Si vous avez des soucis de sécheresse, vous m'appelez, je prends le train, j'arrive. Non, c'était fou. Hein. Franchement, il a plu au point de je pouvais pas vraiment me balader dehors, quoi. Alors que moi, j'aime bien marcher, j'aime bien visiter des trucs, et là, impossible, quoi. Donc, c'était un petit peu chiant. Et ouais, et je pars, grand soleil. Je suis en mode, ok, bon, d'accord, ok. Super. Mais voilà, sinon rien de très spécial. Boulot aujourd'hui. Et puis évidemment, ce soir, on devait faire le premier épisode de Portrait avec Mathieu Manoué. Et il m'a envoyé un petit message ce matin pour me dire qu'il était trop malade pour pouvoir le faire ce soir. Donc on le fera un autre jour. Pas de problème. On s'adapte. On va faire autre chose ce soir. Ce soir, on va faire un nouveau Spoonfed Tactics. J'ai décidé d'un nom, enfin, pour les tutos, tout ça. Ce sera Spoonfed Tactics, j'aime bien. Et ce soir, on bossera sur The Vice ensemble, parce que c'est pas le scénario le plus simple. C'est pas le plus compliqué, mais c'est pas le plus simple. Donc ça va être intéressant d'en parler. Je pense qu'au final, on fera pas tous les scénarios, parce que d'ici à faire les 12, d'ici à juillet, ça va faire court. Et en plus, il n'y a pas forcément d'intérêt à tous les faire parce qu'ils sont pas tous très compliqués. Il y en a des plus simples que d'autres et il y en a qui se ressemblent. Par exemple, Border War et Battle for the Pulse, c'est quasiment les mêmes modulo. Le fait que sur l'un, vous pouvez faire les flancs et sur l'autre, c'est beaucoup plus compliqué. Mais sinon, c'est le même scénario. Donc, on parlera pas de tous les scénarios. Et c'est juste que je vais placer des. Alors, Spoonfed Tactique, il y a plein des émissions un peu plus ou moins courtes. Toutes les émissions sur l'équipe, c'est des émissions un peu plus longues. J'ai beaucoup plus de choses à te dire. La prochaine, c'est sur les estimés. Ça va être très long. Enfin, très long, non. Calmons-nous. Ça va être, je sais pas, 1h30 à parler d'estimés, à parler de plein de choses autour de ça. Là, sur les scénarios, ça va être des émissions beaucoup plus courtes. C'est des émissions qui vont durer 30-40 minutes, je pense. Donc on verra. C'est pour ça qu'aussi que je vais faire traîner un peu l'intro pour que les gens aient le temps d'arriver. Parce que si les gens mettent 20 minutes à arriver, ils arrivent, ils ont déjà parlé de la moitié des trucs, c'est un peu dommage. Donc on va traîner un petit peu sur l'intro. On va pouvoir parler. D'ailleurs, on peut en profiter pour parler d'actu, d'autres choses. Je veux pas parler des L2, L3 parce que c'était le sujet de mercredi et je veux pas quand même le faire maintenant. Donc, si vous avez participé ou vu des L2, L3 le week-end dernier ou le week-end précédent, n'hésitez pas à m'envoyer les listes, les résultats sur Discord. Comme ça, je peux en parler mercredi. Je sais qu'il y a au moins eu la L2 ARA qui s'est déroulée. Il me semble qu'il y a aussi eu une L3 qui s'est déroulée ce week-end. Mais je suis plus sûr, mais il me semble. Donc, il va y avoir plein de choses à débrief mercredi. Donc, on va parler de ça. On parlera de ça mercredi. Faudrait que je check si on peut parler du bouquin Gloom. En fait, le problème, c'est que je sais pas quand est-ce qu'on aura les points. Euh, Parce qu'en théorie, c'est genre le mercredi avant la release, mais là, c'est la release de la boîte. Je sais pas s'ils filent les points avant la boîte ou s'ils attendent la vraie release du Battle Tom. Donc, tant qu'on n'a pas les points, je ne peux pas programmer d'émission sur les Gloom. Euh,
35 cm de neige, ça a fini de fondre aujourd'hui. C'est pas mal 35 cm de neige. Le François Hollande du Wargame. François Hollande a cette répute de ramener la pluie, Xerox? Je sais pas du tout. Salut PLH. Salut Clipement. Salut Ectélion. Je t'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Mieux vaut deux fois qu'une. Salut l'infirmier et Brax. Tu sors tes NH ce week-end maintenant que c'est plus aussi crackhead. Le plan pour tuer Shoran est prêt. Je pense que NH c'est bon, mais je pense que maintenant il faut les piloter maintenant, ce qui est très cool. Je pense que l'armée il y a des choses à faire et qu'il faut un peu se sortir les doigts, mais il y a quand même des choses à faire. Ils ont plein de bons atouts, mais vous avez moins de choses sur le board, donc faut jouer avec un peu plus de doigté qu'avant. Enfin, je pense. Donc ouais, c'est pour ça qu'on fera un peu traîner l'intro aujourd'hui, et puis ensuite mercredi on débriefera les L2, L3. Jeudi on joue. Putain, je crois que c'est ça le planning. Je ne même pas de mon planning. Attendez. Oui, c'est ça. Jeudi on joue Archaon jeudi parce que j'ai vraiment envie de tester la liste qu'on a faite avec Martin. C'est vraiment une liste qui m'attire beaucoup dans le style de jeu et du coup j'ai vraiment envie de la tester, donc je vais la jouer un peu. Romain m'a proposé de jouer Idonet, donc on jouera contre Idonet. Donc on fera Archaon contre Idonet jeudi soir, et surtout lundi prochain le stream d'anniversaire, le stream spécial d'anniversaire lundi 17 février. N'hésitez pas à venir, vous aurez des choses qu'il n'y aura pas en rediff, donc venez lundi soir, venez nous rejoindre au stream d'anniversaire. Et on fera plein de trucs. J'ai pas encore finalisé complètement le programme de la soirée. Mais soyez là, vous regretterez de ne pas être là. Déjà fatigué de tester IG? Non, pas forcément, juste envie de tester d'autres choses. Donc IG, il faut que je teste aussi. Faut que je continue à tester IG. Salut Wam, salut McMuffin. Du coup, voilà, lundi, soyez là. Et puis après, bon, le programme, vous savez lire, hein, il est sur le Discord. Donc n'hésitez pas à aller voir la suite du programme de la semaine. On a une partie contre Caradron le jeudi 20 février. Et puis après, on verra. Pas joué à West depuis le 6 janvier, pas pu jouer samedi avec la neige. On n'a pas ouvert le club, la peinture a avancé, mais ça manque un peu de jet de dés. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Je comprends bien. T'es au Canada, Ordo? Ou j'imagine? C'est le pays francophone qui me vient le plus à l'esprit quand on parle de neige. Salut Blue Draven. Non du tout. Bah, il neige où alors? Tu es où pour qu'il neige autant? Ou alors tu es francophone dans un pays non francophone? Ou alors c'est moi qui zappe un pays, ce qui est possible. Il a neigé en France? Juste au sud du Massif. Il a neigé en France? Ok. Sud du Massif central. Excusez-moi, je connais pas tous les coins de France. Je savais pas qu'il avait neigé en France, putain. Euh... Donc ouais, il y a eu des L2, L3, on va pas trop regarder. On peut discuter un petit peu du bouquin Gloom. Parce que j'ai vu des vidéos. J'ai pas fait un réact de vidéo parce que si je fais un réact de vidéo, j'aime bien demander à la personne qui a fait la vidéo si je peux faire un réact dessus. Ce que j'ai pas du tout fait. Mais j'ai vu des vidéos passer sur le bouquin Gloom, sur les points aussi, parce qu'a priori, il y a des choses à peu près publiques, puisque Gunhammer, qui est affilié Games, a publié des choses sur les points, donc c'est plutôt officiel, et c'est pas un leak, hein, c'est une vraie info. Et oui, donc on peut parler un petit peu des Gloom avant de démarrer sur The Vice. Salut Private Dubs. Au-dessus de Millau, si tu vois le viaduc, à 60 bornes à vol d'oiseau. D'accord, ok. Très bien, très bien. Donc ça a parlé pas mal des Gloomspite Gits qui sont sortis. Du coup, notre Auvergnat italien national a troqué son vélo contre des skis. Mais il faudra lui demander. Je sais pas s'il est bien plus habile sur des skis qu'à vélo. Il me semble plus fait pour dîner que pour faire du ski, le bon Andrea. Mais, mais après, remarque, il est compact. Donc en fait, être compact en ski, ça fait gagner de la vitesse. Il faut pas opposer beaucoup de résistance salaire. Donc peut-être qu'il fait du ski, je ne sais pas. S'il est dans le chat, il pourra nous le dire. Le bouquin Gloom, donc il y a eu la présentation du bouquin Gloom de la part des divers youtubeurs, etc., qui ont
Le bouquin en avance de la part de Games, donc vous avez tous pu les voir, ou en tout cas les apercevoir. Il y a eu notamment des vidéos dessus sur les Gitmob. Beaucoup de gens se sont plaints du fait que les je vais y arriver, que les Gitmob ne font pas grand-chose. Salut Sylvain. Encore un dos de la cuillère avec lui, bah, quand il vient sur Paris, ce qui est pas souvent. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints du fait que les gobelins faisaient pas grand chose, ils n'avaient pas encore les points. Ensuite, il y a eu les points et les gens disaient bon, c'est pas trop cher, mais quand même, ça fait pas grand chose. Et ensuite, a priori, il y a un article de Goonhammer qui dit que Game Workshop a décidé de baisser les points d'environ 20 points, je crois, par Warscroll, ce qui en fait vraiment des unités vraiment, vraiment peu chères. Alors, on n'a pas encore de points officiels dans le sens où release par Game Workshop, à moins que j'ai loupé quelque chose aujourd'hui, mais je vais vérifier, mais à mon avis, on n'a rien. Sur Warhammer Community. Hop. On n'a rien sur Warhammer Community. On ne sait pas si on aura quelque chose pour la sortie de la boîte, qui sort ce week-end, je crois. Il me semble. Ce week-end ou dans une semaine et demie, ça je ne sais plus. Mais je crois que c'est ce week-end. Salut Arcatros. Et on a pas mal parlé des chariots qui, a priori, si j'en crois l'article Goonhammer, sont à 130 points. Les 2 chariots de 6 PV CEVA 4 sur des grandes bases, ce qui est et qui font pas grand chose, mais qui sont pas chers. Je pense, il y a beaucoup de gens qui ont dit que oui, ça commence à être pas assez cher, qu'on allait pouvoir les spam. Je suis pas sûr que ça intéressera les gens de spam des unités médiocre. Ça n'a jamais été trop le style de jeu des gens. Ça peut arriver à la marge, mais je n'ai pas extrêmement peur de ça. Surtout que bon, ça reste 12 PV, ça va 4 pour 130 points. C'est une bonne value, hein, mais c'est pas non plus, bien mieux que des Fell Rider. 150 points pour 15 PV, ça va assez à 5, mais certes. Vous voyez l'idée, on a des choses qui sont relativement équivalentes. Peut-être les plus efficaces à le faire, mais c'est pas non plus, c'est rien qui casse le jeu, j'ai l'impression. Par contre, je sais pas si vous avez vu la catapulte. La catapulte, elle a l'air de déconner zéro, hein. La Doom Diver catapulte, honnêtement, j'espère qu'il y aura un régiment de renom, mais je crois qu'on sait déjà qu'il y en a pas. Enfin, j'en sais rien. J'espère qu'il y aura un régiment de renom avec la catapulte, hein. Salut Cruline, merci pour le Prime. Parce que j'aimerais bien la prendre dans d'autres factions, hein. Salut Warlock. Ouais. Mais ouais, il y a des choses qui me semblent pas chères. Rennes 3, Damage 3, c'est super. Bah ouais, carrément. Et puis tu peux relancer, certes, ta best Rennes 2-1, mais t'as plein de targets dans lesquels Rennes 2, c'est très bien. Donc surtout que au moment où tu fais la reroll, tu connais la save adverse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de holo de défense après. Donc si jamais tu tapes dans de la save à 5 ou à 6, t'as une reroll gratuite, quoi. Voire à 6, t'as 2 rerolls gratuites. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas dégueu. Salut Lexcala. Donc moi j'attends de voir. Il y a beaucoup de gens qui étaient en mode ouais, c'est dommage de sortir des aussi belles figurines pour qu'elles fassent rien sur table. Je suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'elles fassent rien sur table. Après oui, c'est sûr que c'est pas de l'avant-garde, hein, mais bon, tout peut pas être de l'avant-garde, surtout quand c'est des gobelins, quoi. Donc moi le profil ne me choque pas tant que ça. Euh, Est-ce que ça va être joué? Aucune idée. Il faut avoir vraiment les vrais points définitifs avant de le savoir. Il faut voir comment les listes Gloom vont tourner, qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin pour compléter un peu le main qui peut rester du Squig et du Troll, si j'ai bien compris. À voir ce qui va graviter autour. En tout cas, Drogs me semble overpété du cul. Donc, si jamais vous aimez bien le style de Drogs, n'hésitez pas. Je pense que Drogs va être dans toutes les listes Gloom. Prenez, vous voulez que je vous montre ce que ça fait Drogs dans une liste Gloom ou tout le monde l'a vu? Je pense que tout le monde l'a vu, mais pour les gens qui ont du mal à suivre, non, excusez-moi. Voilà un peu. Alors, Drogs, de mémoire, il fait moins un touche, pas de out attack. Quand tu es à 3 pouces de lui. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu mets Drogs, ça c'est Drogs, ok? Je sais pas quelle taille fait son socle, mais imaginons qu'il fasse cette taille-là. Tu mets Drogs, 6 pouces. 6 pouces Drogs, vous êtes fous. Ah, c'est à 6 pouces la capa?
C'est 6 pouces à cabane, mais c'est complètement con. Encore plus con que ce que je pensais. Bref. Grosso modo, vous faites ça. Vous prenez Drogs. Gna, 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 vous le mettez là, comme ça. Là, ici, vous mettez vos citrolles qui sont garde d'honneur de votre Drogs ici. Et là, vous avez un pack là. S'il y a quelqu'un qui le charge, bah c'est moins une attaque, moins un touche, pas d'all-out attaque. Bah bonne chance, hein, ça sortira jamais. Hein. Ça, il n'y a rien qui tue ça. Et vous pouvez même compléter avec, du coup, si c'est 6 pouces, vous pouvez compléter avec un deuxième pack de trolls. Alors, si vous pouvez essayer de le faire vraiment bien, mais j'avoue que là, avec l'outil que j'ai, c'est un peu plus chiant. Mais grosso modo, vous pouvez probablement mettre un deuxième pack de trolls comme ça. 2, 3, 4, 5, 6. Bah, si l'adversaire arrive par là, bien sûr. Hein, si l'adversaire arrive par là. Mais vous pouvez probablement mettre un deuxième pack de trolls comme ça. Et là-dedans, vous avez un bloc de 12 trolls. Moins un touche, pas de all-out attaque. Bonne chance. Et si vous arrivez à 3 pouces de drogues, il a aussi moins une attaque. Donc, bonne chance, bon courage, bienvenue, au revoir. Donc, ouais, Drogs, je pense qu'il sera dans énormément de listes. J'aime pas du tout sa capa. Je la trouve vraiment. Je la trouve pas fun. Je trouve que c'est une capa à frustration. Et je suis vraiment pas fan. Donc je pense que Drogue sera joué. Et puis imaginez que là derrière, vous foutez une catapulte ou 2 catapultes. Voilà. Et vous avez déjà une bonne base de liste. Hein. Là, vous avez 2 catapultes, un bunker quasi imprenable, Drogues. Là, je sais pas combien vous avez de points, mais si on imagine que les trolls bougent pas. Ils sont à combien de points les trolls en ce moment? Ils sont à 200? Ça fait cher. Attendez. Combien de points sont-ils? Je sais pas, je joue pas troll. Alors, Gloomspite Git. Gloomspite Git, hop. 190. Donc là, 12 trolls, ça fait quand même cher. Hein. Calmons-nous. 190, c'est fois 4. Non, c'est pas si cher en fait. J'en compte des conneries, ça fait pas si cher. Ça fait 760 points. Drogs, je crois qu'il est à 200, donc ça fait 960 points. Derrière, vous avez 2 catapultes à 180, si j'en crois l'article de Gunhammer. C'est 360 et 960, ça fait 1200, 1320. Vous avez ce bloc-là pour 1320 points. Il vous reste quand même encore 700 points de squig à mettre. Oh, c'est pas mal. Hein. Je suis vraiment pas fan de ce en quoi ils sont en train de transformer le bouquin. Mais bon. Vous aurez Gitmob, Troll et du Squig après. Et après, vous pouvez même rajouter du Gitmob pour faire plein de tactiques, des trucs. Mais je pense que ça va être la base de beaucoup de listes. Hein. C'est une très bonne base. Hein. Évidemment, si vous arrivez seulement maintenant sur le live, vous voyez que des cercles et des ovales, et du coup, vous ne savez pas à quoi ça correspond. C'est Drogs, 12 trolls et 2 catapultes. Et vous avez une armée qui défend extrêmement fort. Sur peu d'objets, c'est vraiment, vraiment très compliqué. Hein. Prendre ce pack-là sur... Il n'y a pas grand-chose dans le jeu. Je sais même pas s'il y a des choses dans le jeu qui vont prendre quelque chose. Des choses qui touchent vraiment très très bien, qui peuvent avoir des bonus à la touche de manière innée, sans se donner l'ordre. C'est dur à dire. Mais ouais, c'est pas simple. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas simple de rentrer là-dedans. Ou du tir, mais il faut du tir violent hein, quand même. Hein. Troll, faut pas oublier, hein, ça a du PV, ça a de la save. Si vous démerdez pour que la lune elle soit sur les trolls tour 2-3. Désolé, je débarque, mais c'était le grand clash ce week-end chez nous. Tu pourrais check quelques listes. On peut regarder, hein, on a le temps ce soir parce que l'émission elle va durer pas très longtemps, 30-40 minutes. Donc là, j'attends que les gens arrivent un peu. Donc en attendant, on peut regarder si tu veux. C'était quoi C'était sur BCP Grand clash Catapulte, peuvent retraite étirée. Ah bon avec le pouvoir Gitmob, j'imagine. On va aller voir sur BCP le grand clash. Hop. C'est ce week-end, tu me dis. Age of Sigmar. Sephiroth et 2 Spirit of the Wind. Bah ouais, en fait, le problème, c'est que Sephiroth et 2 Spirit, ça fait pas tant de dégâts, en fait.
t'as un peu de rend, mais tu fais pas beaucoup. T'as pas des stats de dégâts si élevés que ça, en fait. Tu vas mettre 3 tours à sortir les trucs et en attendant, tu scores pas, quoi. Donc, on verra bien quand le bouquin sortira, mais ça me plaît pas beaucoup. Le Grand Clash, un tournoi giga énorme du Canada, 110 joueurs, 2 jours de folie. Et du coup, un Beast of Chaos qui gagne, je ne suis pas extrêmement surpris. Un Idonet en deuxième, un Iton troisième, Seraphon, Slaves, Caradon, Idonet, Caradon. C'est assez varié, mais on a quand même un doublon d'Idonet, un doublon de Caradon. Slanesh, Ogre, ok. En termes de joueurs, je connais pas tout le monde, mais j'imagine que ce sont tous des gros joueurs. Je connais Justin Lapointe qui a gagné contre moi à Atlanta avec une liste Bellacore. Je connais Alexis Boucher qui avait ramené une liste Soulblight que j'ai pas affronté, mais qui avait ramené une liste Soulblight à Atlanta qui était très cool. Voilà. Au clash après le day one, j'étais deuxième, j'ai trop scoré, j'ai pogné un mur le lendemain contre les Beast of Chaos. Bah ouais. Beast of Chaos sur 8 objets, c'est pas ouf. Hein. Mega Season à voir en top 2. Ok. En même temps, faut pas le sortir le perso. Peut-être. Mais tout le monde n'a pas la chance de jouer Stormcast. Donc, Lisboc, on va regarder combien de Bestigor. Voilà, bon, bah, j'ai pas grand chose à dire, j'ai rien à dire. Hein. Liste chiante. Bon. Voilà, on se fait chier. C'est du PV sur table, c'est chiant à mourir, c'est chiant à jouer contre. Voilà. Vivement que ça dégage, vivement que Boc, ça dégage de nos terres. Mais c'est très efficace. Il finit 29e, le bon PL. En Idonet, ça m'intéresse déjà beaucoup plus de voir ce qui est joué. On a 40 River, un Soulscryer, un Eidolon de la mer, full équipé comme d'habitude, et que de la murène d'attaque. Intéressant, c'est pas si simple de faire 5-0 avec une liste comme ça. J'aime bien le montage de la liste, on garde 40 River. Moi, 40 River, ça me semble être le bon nombre pour jouer en Idonet. Moi, j'aime encore bien la tortue, mais beaucoup de gens lui préfèrent un pack de Mortar Guard renforcé, ce que je peux entendre. Petit mettre si un SBG, on regardera Utrad. Donc, une liste qui est pas si intéressante que ça, dans le sens où c'est beaucoup ce qu'on voit déjà. Mais après, chacun a sa petite variante. Il y a des gens qui jouent un peu plus de murène de défense. Il y a des gens qui jouent l'Eidolon de caca avant de jouer l'Eidolon magicien. Il y a des gens qui jouent... chacun a un petit peu sa propre variante. Il y a quand même toujours une base d'archer, un Soulscryer, des murènes et un Eidolon. Donc, il y a toujours cette base-là. Donc, ça m'étonne pas qu'il puisse faire un top 2 avec. Bien maîtrisé, je pense que c'est une très bonne liste, mais je pense que c'est aussi une liste qui a besoin d'un peu de doigté pour être jouée. Donc, c'est pas une liste si simple que ça à piloter dans toutes les situations. Après, c'est aussi beaucoup les match-up, hein, comme tout le solo. Hein. Les 2 premiers partent avec un golden ticket. Trop bien. Stylé. D'ailleurs, faut que je vous parle d'un truc après. On en parlera après. Donc une liste très cool, pas si simple que ça à piloter, qui perd dans certains match-ups, hein. Attention, hein, ça gagne pas tous les match-ups ça, mais les count rivers sont quand même assez cool à jouer. Ils ne les jouent pas en les remettant en faible, ils jouent en Beastmaster, ce qui peut faire sens quand vous jouez autant de Muren. Et voilà, donc cool. On a Vincent Pierre Martino qui joue Nighthaunt, et ça me fait extrêmement plaisir de voir que Nighthaunt post-patch, ça peut encore aller très loin en tournoi. Parce que j'étais convaincu que ça restait bon. Et Vincent Pierre montre que c'est le cas, ou alors c'est un excellent joueur, c'est peut-être les deux. En tout cas, il joue en Morbid avec Allrak, Bladeghast, X-Race, donc 15 X-Race, un pack de... Voilà, ça c'est un peu ce à quoi je m'attendais. On se retrouve avec 2 packs de tap et 15 X-Race.
Et il a quand même encore 2 petits packs sur le côté. Je me demande si ça vaut mieux pas mettre du X-Wraith, à voir. Il a pas son Reknor, donc il a fait des sacrifices. Mais après, il faut, c'est normal. Donc c'est pas mal en fait, hein. On voit que les Nighttones doivent un peu faire des sacrifices pour avoir ce qu'ils veulent sur table. Et c'est bien normal puisque tout le monde fait un peu ça. Donc la liste est très intéressante. Je sais pas encore si c'est la... Enfin, j'en ai aucune idée de savoir si c'est la meilleure version de Nighttone parce que je l'ai pas affronté et je l'ai pas joué. Mais je sais qu'il y a des gens, des proches qui sont en train de se poser sur Nighttone et en train de réfléchir à des choses. Donc on verra dans quelques semaines où j'en suis à ce sujet. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir où en sont les listes actuellement. Et ça a l'air d'avoir bien parfait. Donc c'est plutôt cool. On a un Séraphon qui joue Croak, Croxigore, Aptanon, un Troglodon, Calicentol, des Yuanchi Darkpipe, pas de Bola. Il est à pile 2000. Non, il n'est pas à pile 2000. Il aurait pu mettre un pack avec Bola. Ça me surprend beaucoup qu'il n'y ait pas un pack avec Bola. C'est tellement fort. J'ai du mal à comprendre tout dans sa liste, mais Troglodon, il faudrait que j'aille lire les reliques pour savoir vraiment, parce que doit y avoir un intérêt à avoir un Troglodon pour l'équiper comme ça. Je vois que ça comme intérêt, donc il faudrait que j'aille lire ce que ça fait, mais je vous avoue que là j'ai un peu la flemme, mais n'hésitez pas. Je pense que l'intérêt de ce Troglodon vient dans son équipement. Enfin, vient au moins en combinaison avec son équipement. Et j'imagine que Calicentol, etc., c'est pour tanker le château de Croac et asphalter à la mortale. Ce qui me déçoit énormément. J'en ai plein le cul de Croac qui asphalte à la mortale. J'étais bien content quand il n'était pas joué, mais a priori, Game Workshop ne supportait pas que Séraphon ne soit pas top 1. Donc, ils ont rendu Croac, quoi. Donc, bon, un peu déçu de ce qu'ils ont fait de Croac. Est-ce qu'il joue toujours Bellacore, Fury, Chosen Vanguard? Oui, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Mis à part qu'il peut ramener ses Dark Oath, ce qui est pas mauvais. Surtout quand les Marauders sont en 80 points. C'est une bonne adaptation d'une liste qui jouait déjà comme ça avant. Hein. The Chosen Silver Vanguard, c'est déjà ce qu'il jouait avant. C'est une liste très all-in. Donc, pas beaucoup de surprises. Ça passe ou ça casse. Et ça passe plus souvent que ça ne casse parce que c'est Slave to Darkness. À voir si un jour Slave se fait nerf, à quel point une liste de ce style continue de perfer. Premier Cardon, j'ai envie de voir un peu ce qu'il jouait. Loïc Gosselin de l'Hort. Il jouait Admiral, Archon Company, très bien. Ironclad Thunderer, ok. Frégate Skywarden, Archon Company, Endrin Harness, ok. Trouve mieux les listes ACD avec ou sans Gaunt. C'est différent. Le Gaunt, c'est une version très all-in de STD. Enfin, je viens de dire que la version 100, c'était aussi une version all-in, mais c'est parce qu'il joue un pack de Sirangard, un pack de Deep Chosen est terminé. Mais je suis pas très fan du Gaunt parce que ça te. En fait, ça t'apprend à jouer un style de jeu qui ne marche que parce qu'une figurine existe. Et cette figurine peut se faire nerf demain parce que tout le monde déteste ce que cette figurine fait. Après, si c'est ton style de beaucoup varier, de tester à chaque fois les trucs qui marchent, les trucs du moment, oui, c'est ton style de jeu, il n'y a pas de problème, quoi. Je joue le Gaunt et c'est très bon, hein, je dis pas le contraire. Maintenant, c'est vraiment pas mon style à moi. Je suis pas très fan de jouer ce style de truc, surtout que c'est très all-in, et aussi dès que l'adversaire va avoir des screens, tu vas ramer un peu plus. Donc, bon. C'est pas que t'as un gun, c'est pas parce que t'as un gun que tu balances tout T1 non plus. Ben, en fait, si tu. Le problème, c'est qu'il y a plein de choses qui te le chopent ton gun. Hein. Donc, si tu balances pas T1, t'as quand même 600 points ou 700 points qui sont sur un perso 5 PV, c'est à 4 ou 5. Hein. Donc, ouais, faut quand même se lever tôt. Hein. Non, non, c'est souvent que tu balances tout T1, hein, Gaunt. Hein. Si tu balances pas tout T1, il y a des gens qui ont eu des surprises. Hein. Donc, c'est pour ça que j'aime pas trop le Gaunt. Hein. Après, Doc Jackal, si t'as envie de le jouer, tu le joues. Il n'y a pas trop de débat. Hein. C'est toi qui vois. Hein.
Moi, j'aime pas. C'est pas du tout mon style. Mais ça dépend du style de jeu de chacun, hein. Mais oui, c'est très dangereux de pas faire arriver les faibles de la Silver Tower direct tour 1. C'est très très dangereux, hein. Il y a énormément de listes qui peuvent vous choper votre gaunt, hein. Et ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. J'ai vu un gaunt se faire déboîter en tournoi par un bel accord à cause du sort du Shoran épique. Ah, ça, c'est exceptionnel, hein. Ça, c'est exceptionnel. Par contre, il y a eu un gros souci de placement parce que il démarre pas à 18, hein, Ushoran, hein. Ça veut dire que soit il a pris le T1, il a pas fait pop, soit il a donné le T1 et il a pris un counter spell à son tour. Ouais, moi j'aime pas. Et puis ça force un style de jeu qui est très prédateur, très pas anti-jeu, mais très négatif pour l'adversaire. Ça me plaît vraiment pas. Je trouve pas que ce soit du beau jeu. Maintenant, il n'y a pas que le beau jeu pour gagner, hein. Ça dépend de ce que tu as envie de faire. Et encore une fois, c'est que mon avis. Faut pas prendre mon avis comme étant absolu ou quoi que ce soit, hein. Vous jouez ce que vous voulez, hein, les gars. Hmm. Je préfère Arkham à Bellacore, moi aussi, mais objectivement, Bellacore est meilleur. Mais moi, j'ai joué Bellacore, j'ai détesté, j'ai joué Arcaon, j'adore. Donc je joue à Arcaon, c'est tout, hein. Qu'il soit moins bon, ça me dérange pas. Je préfère le jouer. Euh, Oui, donc la liste de Loïc, je comprends pas forcément exactement tout. Il a quand même un Ironclad et 10 Thunder, donc ça, je comprends comment ça marche. Le reste, je trouve qu'il y a un peu trop d'autres trucs autour, mais bon. En tout cas, il a fait 4-1, bravo à lui. On va aller voir ce que notre bon PLH a ramené. PLH en 3-0 à la fin du jour. Un terrible, terrible erreur, hein. Le 3-0 sévère du tour 1 avec sa liste de la poésie absolue. 7 Stonehorn. J'espère que ça va se faire nerf ce truc. Ça n'a aucun sens. 7 Stonehorn, c'est extrêmement fort. Mais malheureusement, si je ne m'abuse, il a rencontré un Beast of Chaos sur 8 objets. Ça l'a calmé direct, hein. Ouais, il y a des match-ups qui sont pas trop, qui sont très difficiles à jouer, hein. Salut M. Jarkos, on regarde le Grand Clash qui était au Canada ce week-end. Et juste après, on fait Spoonfed Tactique sur The Vice. C'était juste en attendant que les gens arrivent un peu. C'est un 8 objets trop dur. Bah oui, le truc, c'est que si vous savez que ça peut arriver, il faut prévoir de jouer dessus, hein. Bon, on va pas s'attarder, on connaît la liste, hein. 24e, tu me dis. Westmouth, c'est toi, Amaury? Nurgle, très intéressant, Nurgle. Ça fait plaisir de voir du Nurgle. Sachant que tu perds, mais 39, c'est ton scoring, c'est ça? Donc tu perds 39 à quelque chose contre ton adversaire, j'imagine. Contre Maxime? Contre Sub? Contre Maxime, je pense. Non, pas du tout. Pas du tout. Alexandre, c'est dans quel ordre? C'est dans l'ordre là. Il a marqué combien, le joueur Sub? Merci Ivans pour les 4 subs offerts. Merci beaucoup. Je viens de demander des conseils en match et tu me réponds bonne chance. Bah ouais. 42, donc de très peu, quoi, hein. Et donc tu jouais Guo, Slupity, Van Blackbeard, Diputri, Blade King. Intéressant. Morbidex, des Nurgling et Rotmeyer. Il n'y a pas beaucoup de choses. Je suis vraiment très loin d'être un expert Nurgle. C'est un gameplay très particulier. Donc j'ai pas des lumières folles sur Nurgle, mais j'ai l'impression qu'il te manque un peu d'unité. Mais encore une fois, t'en as eu 8, donc ça va en vrai. Après, le Slow Pity, il tank pas trop, donc mais tout le reste, ça va. Rotmeyer, hein, pas tant que ça. Le flanc Morbidex, Nurgling, trop fort, ouais. Fallait arriver au 220, 216 subs, ça faisait moche. C'est gentil, Evans, merci beaucoup. Salut Jay Montana. Rotmeyer, c'est nul, je joue plus jamais ça. Ouais, c'était une liste encore en test.
Les putrides, tu les as trouvés comment? J'ai l'impression que par 10, c'est beaucoup de points qui font pas tant que ça. Salut Piello. Merci pour ton travail pour la commu. Peu de temps pour te suivre en direct, mais j'ai grand plaisir à écouter la vidéo sur YouTube. Tant mieux Piello, ça fait plaisir. Prenergal, jamais 50 unités. Ouais, je comprends. Et là, j'ai l'impression que le pavé de putride prend beaucoup de place. Et je sais pas, ça tank solide. Ouais, je sais pas si c'est suffisant. Parce que si tu veux vraiment un truc qui tank, tu prends des plague bearers. Genre, je pense que 20 plague bearers, ça tank quasi autant que 10 putrides, non? Et au final, c'est 100 points de moins. Je sais pas si 100 points ça fait la diff dans cette liste, mais. Après, c'est vrai que les plague bearers tapent 0, mais comme 0. Hein. C'est vraiment, ça tape absolument pas. Peut-être tape un peu plus. 10 BK, c'est imbutable. Bon, vous voulez que je vous montre tout ce qui tue 10 Blade King ou pas? Parce que 30 PV, ça va 3 Ward à 5, ça se tue. Hein. Les Chosen, c'est pas ce qui tue le mieux les Blade King, parce que t'as pas de reine sur les Chosen. 3 géants plus Kragnos, ça one-shot 10 Blade King, ça y va 2. Je teste. Oui, bah, il y a beaucoup, là. Il y a 2000 points d'armée sur ta tronche, donc oui, ça peut, oui. Non, mais par exemple... ouais, moins un bless. Vous prenez... moins un bless, c'est quoi? C'est les Blade King qui ont ça, c'est ça? Ou c'est Stupidity? Je sais plus. Genre, mets moins un bless, c'est que le sort, ouais, c'est un sort qui passe. Hein. Spell, oui, bah... Oui, oui. Oui, tout à fait. Mais par exemple, tu regardes dans ma liste Archaon, je peux facilement avoir 10... je peux facilement avoir 10 Knights et Archaon qui tapent dedans avec le perso, ce qui donne que mes Knights, ils sont en 2-3, même avec le malus. Euh, et ils sont en reine -2, pas d'ordre, dégâts 2. Et Archaon derrière, il tape aussi. Et, je pense que je sors quasi le pack. Hein. Regardez, hein, mais et c'est pas très dur de les mettre dedans. Hein. Parle de STD, oui, bah oui, si vous parlez de trucs bourrins, mais sinon je peux vous parler de doc. Hein. Vous voulez que je vous montre ce que ça fait un pack de serpents full buff ou pas? Que je peux avoir T1? Attendez, je vous retrouve ça. Bougez pas, tant qu'on est entre nous. Hein. Ce soir, on fait un peu ce qu'on veut. Hein. On s'adapte. On parlera de The Vice, hein, vous inquiétez pas. Mais on fait un peu ce qu'on veut. De toute façon, comme tous les soirs, on fait un peu ce qu'on veut. Alors, hop, les stats. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait un pack de serpents, de serpents doc full buff. Full buff, buff T1. Allez, on va dire que Morati n'a pas chargé. Donc, c'est facile. C'est 62 pains en 2-3, reine -2, dégâts 3, crit mortal. Gna, 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 gna. Toc, 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 toc. Voilà. Donc, je vais mettre target ward à 5 quand même. Hop. Alors. Quelle est la proba de sortir 30 PV avec ça? On va dire que qu'est-ce que c'est en 2+, parce qu'il y a un all-out défense qui part. Donc en 2+, pour faire 30 PV, j'ai 93% de chance de faire 30 PV en 2+. Ah, je vais mettre le -1 bless. Attendez, je mets le -1 bless, vous avez raison. Je mets le -1 bless. Excusez-moi. Ça va baisser, ça va baisser. Les stats vont baisser, regardez, regardez. Hop là. Toc, toc. Vous avez raison. J'ai que 75% de chance de one-shot le pack. Combien de points? Bah, j'ai juste 280 points de Sister, Mind Razor, donc ça dépend quel est le sorcier, et une prêtresse.
Donc une prêtresse, ça vaut 100. Capable de passer tous les buffs, je l'ai déjà passé. J'ai compté la ronde à 5, tout à fait, elle est comptée. Passer tous les buffs, je l'ai déjà passé. Tu le passes une fois tous les 3-4 parties. Pour le passer T1. Hein. Après, tu peux le passer plus tard, c'est beaucoup plus facile. Hein. Mais pour le passer T1, je l'ai déjà fait. Hein. S'ils sont dans l'allégeance, qu'ils mettent les bennes en moins, ça risque de t'en tuer un ou deux. Peut-être, oui, c'est pas le drame. Hein. Oui, oui, avant le deuxième active, oui, je suis d'accord. Au pire, il reste un Blade King en vie, hein, c'est pas le drame. Non, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a des choses qui tuent. Hein. Non, parce que non, il se il parce que moi, en fait, c'est moi qui décide quand j'y vais, parce que moi, je bouge de 14. J'y vais quand eux ont pas le debuff. Mais j'ai enlevé j'ai mis le moins un bless. Hein. Il s'attile. Mais même si tu tues pas le pack, hein, tu t'en fous, hein, tu as sacrifié 280 points, tu sacrifies juste 280 points. Hein. Non, mais c'est pour vous dire qu'il y a plein de trucs qui sortent ça. Il y a plein de trucs dans le jeu qui sortent ça. Ou même, je peux vous dire ce que Moratti fait dedans. Hein. Bah, si t'en tues 5 et que tu prends un tiers de 15 PV, tu prends 5 BM, t'en ward une, bah tu perds 2 snakes quoi. Non, non, mais c'est pas grave, hein, c'est normal qu'il n'y ait pas tout qui tank. Je dis juste attention, faut pas dire que tout tank tout, hein. Faut pas dire que des choses tankent tout. Mais moi, je trouve que le pack de 10, c'est trop cher payé parce qu'en fait, justement, vous avez des trucs suffisamment violents pour vous les sortir. Donc, je préfère un pack de 5 parce que souvent, ce qu'ils vont envoyer pour tuer 5, ça peut tuer 10 ou pas loin. Vous voyez ce que je veux dire? Non, le buveur peut pas ignorer la ward. Moi, je préfère les jouer par 5, je pense. Mais après, à voir. Hein. Je suis vraiment pas un expert Nurgle. Hein. Donc, je dis peut-être de la merde. Et je pense qu'il y a plein de manières de jouer Nurgle aussi. Et je dis pas qu'il faut mettre 20 Plague Bearers à la place. Hein. Moi, ce que je préfère en Nurgle, c'est avoir des petits packs de 10 Plague Bearers. Les packs de Plague Bearers, c'est une plaie, les 10, parce que, bah, en fait, pour les sortir, il faut une réunité, quoi. Pour sortir le pack de 10. Donc, ça veut dire que le pack de 10 Plague Bearers, bah, ils vont envoyer 3 Vanguard, 6 Vanguard, 10 Chosen, parce que tout le reste, ça sortira pas les 10 Plague Bearers, en fait. Et du coup, moi, j'aime beaucoup les Plague Bearers en pack de 10. Le pack de 10 Plague Bearers, c'est 140 points et c'est trop chiant. C'est vraiment trop, trop chiant à sortir. En fait, pour moi, les packs renforcés se justifient en offensif. En défensif, c'est rarissime que ça se justifie, à mes yeux. À mes yeux, en défensif, vous multipliez les packs. Ça vous servira souvent beaucoup mieux que d'avoir un gros pack de défense. Après, il y a des cas particuliers. Hein. Par exemple, les trolls, ça se joue toujours par 6. Mais souvent, vous n'allez pas, doubler les packs défensivement parce que c'est une meilleure défense d'avoir le pack split en deux que d'avoir un all-out défense qui part sur un pack renforcé entre guillemets. Donc c'est vraiment sur l'offense que vous allez doubler pour doubler l'efficacité de buff, de all-out attaque, de plein de choses et voire même de vos activations alternées parce que vous allez être celui qui offense, donc vous allez vouloir optimiser l'offense. En défensif, c'est plus rare. Et 40 Chlorins avoir des 6 devant une cloche. Peut-être, oui. Après, 2 fois 20 Chlorins, c'est bien aussi. Hein. Ça dépend ce que tu veux faire avec tes 40 Chlorins. Faut que tu aies un usage au fait d'avoir 40 Chlorins. Mais après, les Chlorins, c'est très particulier. Les Chlorins, ça revient. Donc, avoir un pack renforcé, ça fait sens. Les Chlorins, ça tape aussi. Ça a l'air de rien. Mais le crit auto wound, il taffe quand même pas mal. Donc, à voir. Hein. Mais après, 2 packs de 20, c'est très bien aussi. Hein. Chlorins, c'est une des meilleures unités de défense du jeu. Donc, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Mais Chlora, ce qui est intéressant, c'est d'avoir suffisamment de Chlora pour pas qu'on te sorte le pack pour que tu puisses commencer à régène. Et des fois, le pack de 20, c'est pas assez. Donc c'est pour ça que 40, c'est bien. Mais c'est pas le cas de plein d'unités.
Oui, quand ça repop. Vous avez plein de cas particuliers. Je vous parle d'un cas général, hein. Effectivement, vous avez plein de cas particuliers où ça se justifie de jouer défensivement des packs renforcés. Mais vous avez aussi moi, je vous donne le cas général. Ouais, t'as raison, notre Jackal. Mais bien sûr que tout ce que je dis, il faut le recontextualiser, etc. Bref. Sorti avec 8 clans 5 PV à des brutes. Ça, c'est surpris. Ah ouais, non, mais c'est ouf. Hein. Moi, les clans c'est le bane de. Avec les Stormcoven, c'est vraiment un des trucs que je déteste le plus. Je trouve ça abominablement fort, les clans. Et les Storm Vermin, c'est une dinguerie comme c'est fort et comme personne les joue. C'est un truc de fou. Hein. Les Storm Vermin, quand vous allez voir un Skaven commencer à sortir des Storm Vermin, vous allez pleurer. Hein. Ah, parce que là, les gens, ils jouent les Weapon Team et tout, ils jouent en mode château. Vous avez jamais vu du Skaven de corps à corps hein, avec du Storm Vermin hein, et des prières. Hein. Franchement, c'est dingo ce que ça fait. Hein. On va voir, tiens, un joueur Skaven, qu'est-ce qu'il jouait? Il jouait un pack de Storm Vermin renforcé. Est-ce qu'il y a des prêtres? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de prêtres. Déjà, ça, c'est baisé. Il n'y a pas de Plague Pack. C'est dommage. Donc, pas trop de setup pour les Storm Vermin, malheureusement. Donc, tu vois, là, c'est pas vraiment un Skaven de corps à corps. Quoi. Le chef du club est en train de peindre du Skaven full cac. Enfin. Ça fait un moment que c'est bon. Hein. Et c'est descendu en points. Ne vous tarde pas de l'affronter avec mes cosses. Ouais, tu m'étonnes. Bon, on va parler un petit peu de The Vice. Maintenant que vous êtes un peu là. Storm Vermin pour prêter moi, j'ai mis 12 faits en une activation avec Holot Attack et Laura de Plein Wound, vraiment solide. On va qu'en forcer. Ouais, enfin, t'as accès à des prières mieux que ça. Hein. Et puis ça vaut rien, hein, des Storm Vermin. 240 points les 20. Hein. Ça vaut rien du tout. Sur Gordrak, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, non, mais les Storm Vermin sont très bien. Alors, on parle un petit peu de The Vice. Comme je l'ai dit, ça va être court, hein, ça va être 30-40 minutes, c'est un battle plan, on va pas épiloguer 400 ans. Mais c'est pas un battle plan tout à fait comme les autres, et donc je voulais en parler un petit peu. Hop. Je vais juste vous reprendre la map, bougez pas. Je vais la mettre là. Toc. Hop là, incroyable. On a la map. Donc, vous voyez, vous avez l'air de voir. Très bien. J'ai pas encore list build quand je. Enfin, d'ailleurs, c'est pas moi qui fais list build, c'est Martin. Et je sais pas s'il y a un Vivic dans la liste. Les plague packs sont si bien. Mais je vous tiendrai au jus. Donc, mais il y a de la prière, c'est sûr. The Vice. The Vice, c'est un scénario un peu particulier puisque on commence avec des objectifs éloignés et on finit les 2 derniers tours sur un seul objectif central. Et donc, beaucoup de points liés à un seul endroit dans le scénario. Donc, qu'est-ce que cela implique? Ça implique que vous devez avoir un plan de jeu pour vos tours 4 et 5 dès le début de la partie. Ça implique que dès le début de la partie, vous devez comprendre comment votre adversaire va jouer et comprendre qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir jouer sur votre tour 4 et votre tour 5. Si jamais votre tour 4 et 5, vous n'avez pas l'objectif central, vous n'arrivez pas à vous en approcher, ça fait un delta de 12 points à la fin, puisque c'est 6 points 2 fois pour l'adversaire et 0 2 fois pour vous. Si en plus vous n'arrivez pas à marquer des tactiques, ce qui est possible si vous n'arrivez pas à reprendre le centre, eh bien ça peut monter l'écart à 20 points d'écart. Table rasée de ces 3, ça peut être un objectif, mais toutes les factions n'en sont pas capables. Et des fois, il faut aussi essayer de
ne pas se faire table rasée T3. Donc ce que ça veut dire, c'est que vous allez souvent devoir réfléchir un petit peu en amont à votre stratégie. Alors, ça dépend énormément. C'est un scénario qui va dépendre énormément de quelle est votre liste et de quelle est la liste en face. Très, très, très match-up dépendant. C'est extrêmement simple à le comprendre. Comme le dit Bélier, si vous avez un match-up extrêmement défavorable, bah, l'adversaire, il a juste à vous rentrer dedans, à vous table raser, et derrière, il va scorer à balle. Vous n'allez pas avoir moyen de sauver des points. C'est un scénar où c'est très, très, très compliqué de sauver des points. Ou en tout cas, il va falloir l'aborder d'une manière très, très solide. Donc, on va plutôt parler du match-up défavorable que le match-up favorable. Parce que le match-up favorable, il est assez simple. Vous allez vous poser au centre. Et de toute façon, ça va être un peu le parallèle inverse de ce qu'on va dire sur le match-up défavorable. Comment j'aborde le sujet? Donc déjà, pour rappeler la règle, les objectifs au déploiement, ils se trouvent dans les coins. Donc ça, c'est les objectifs T1. Hop, hop, hop et hop. Ok, les objectifs T1 sont juste là. Donc ce que ça veut dire, c'est que quasi 100% des gens vont déployer une unité là et une unité là pour contrôler cet objectif T1, mais un peu en ligne pour pouvoir avoir de l'impact sur la map. Lorsque vous savez que votre adversaire va vous donner le tour, vous pouvez même déployer votre unité comme ceci, hop, comme ceci, hop, et de prévoir de faire les flancs T1 avec cette même unité. Comme ça, vous avez une unité qui vous a pris votre objet et qui en même temps fait les flancs, même chose de l'autre côté. Et vous avez déjà comme ça vos unités qui vous rapportent énormément de points, des unités un peu annexes qui vous rapportent énormément de points. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes défavorable sur la carte, il y a de la stratégie qui est possible de faire pour jouer dans le contexte. Déjà, première chose, est-ce que ça vaut le coup de tenter le mortel en chargeant plus enfoncement? Bof, c'est très rarement faisable, c'est très compliqué. Ça dépend avec quoi. Ça peut, hein, mais ça dépend avec quoi. Et si l'adversaire le sait que vous pouvez le faire, il peut juste blinder ici. Il peut blinder l'objet. Et en fait, à moins que votre unité ici, elle arrive à nettoyer toutes les figurines qui sont là, ce qui est vraiment pas simple, hein, parce que déjà, vous partez d'ici. Hein. Vous partez d'ici. Jusqu'ici, vous avez 18. Là, vous avez 18 à parcourir. Lui, il n'est pas à 18 hein, ici. Hein. Lui, il va être à la 13. L'objet, il fait 4, on va dire. Un peu moins de 4, mais on va dire 4. Donc, lui, il peut être déployé à 9 d'ici. Donc, ça veut dire 18 et 9, il peut être à 27 de vous. Hein. Il y a très, très peu d'armées qui peuvent se garantir d'aller là-bas. Et si vous faites ça et que vous loupez, vous vous retrouvez avec une unité qui traîne par ici. Hein. Donc, bon, c'est pas ouf. Ça peut se faire, mais en tout cas, dans l'optique de défendre, je recommanderais même pas trop. Surtout que bon, c'est beaucoup de CP pour sacrifier éventuellement une unité qui est rapide et qui pourra servir plus tard. Donc, si vous êtes sur un match-up défavorable, vous allez vouloir. Ça dépend beaucoup de quelles sont vos unités, donc c'est difficile de faire. Je vous donnerai des exemples. C'est difficile de faire une règle générale, mais en tout cas, vous allez vouloir un plan de jeu pour essayer de tenir au score sur les premiers tours et un plan de jeu qui vous permette à minima d'empêcher l'adversaire de scorer 6 de primaire sur les 2 derniers tours. Comment t'empêches l'adversaire de scorer 6? Il faut que dans cet objet, il faut avoir une unité à 6 pouces de l'objectif. Si une unité à 6 pouces, l'adversaire, il scorera que 3. Donc, après, ou mieux, c'est encore d'être dans l'objet, hein, mais bon, c'est pas toujours facile. Donc, ça veut dire c'est qu'il faut sauvegarder des unités. Donc, pour ce faire, si vous, souvent, dans un match-up défavorable, vous n'allez pas avoir le choix du tour. Et donc, vous allez réagir à ce que l'adversaire fait. L'adversaire, en général, bah, il va déployer une unité là, une unité là. Là, il y a un gros machin, donc il va en général mettre gros de son armée ici. Grosso modo. Hein. Ça va souvent être comme ça. C'est 6 du petit. C'est 6 de l'objectif, ouais, c'est ça. Donc, grosso modo, l'adversaire, il va souvent se déployer comme ça. Ce qui est normal. Hein.
Il y a des adversaires qui vont se déployer aussi complètement sur toute la ligne, mais il faut quand même avoir beaucoup d'unités et ça étend beaucoup la ligne de front. Donc c'est quand même assez rare de se déployer de manière uniforme sur toute la ligne parce que ça étend énormément la ligne de front et, euh, et moi je l'ai quand même assez très rarement vu ce déploiement-là. Alternativement, vous avez des adversaires qui vont se déployer en doublon, donc là et là. Et ça, c'est un truc que je recommanderais assez rarement de faire. C'est rarement une bonne idée de faire un déploiement 50-50 comme ça, parce que si vous faites ça, eh bien, là, en tant que joueur 2, vous pouvez, à moins que vous ayez une armée très rapide, tu peux déployer quasiment tout ici et go in directement, et tu as 100% de ton armée contre 50% de celle en face. Donc ça sera rarement le cas, vous allez rarement avoir quelqu'un qui va splitter son armée en deux. Souvent, vous allez avoir ici sur le flanc faible une unité toute seule pour faire l'objet, et il va avoir un flanc fort par ici, dans, ce, dans une config comme ça, quoi, grosso modo. Hein. Grosso modo, hein. Ça va souvent être le cas. Donc, si vous êtes défavorable, ce qu'il faut faire, c'est ici, vous mettez une unité. Si vous savez, alors, ça dépend. Hein. Mais si vous savez qu'il va vous donner le tour, ce qui est souvent le cas, vous mettez une unité comme ça, une unité ici comme ça. Vous déployez votre gros des troupes ici, assez serré ici. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'ici. Hein. Vous déployez vos troupes ici. Hop. Et en fait, T1, vous faites les flancs. Et donc T1, juste ici, vous savez que vous sacrifiez cette unité, mais vous la collez au bord. Ok. Vous la collez vraiment au bord, cette unité. Parce que ça veut dire que si jamais vous la chopez, il faut que son unité elle vienne au bord, elle va mettre du temps à revenir. Ok. Elle va finir ici, son unité, pour vous tuer ici, ça veut dire qu'elle est très loin. Donc vous la collez au bord le plus loin possible, vous effleurez sa zone juste pour faire la tactique. Et de ce côté-là, en fait, vous allez commencer à jouer sur ces deux objectifs-là. Alors jouer sur ces deux objectifs-là, ça ne veut pas dire rentrer dessus T1. Hein. T1, ils n'existent pas. Ça veut dire que T1, vous allez blinder votre forêt de choses. Les forêts, c'est excellent contre le tir, puisqu'on ne peut pas vous tirer dessus. Et c'est même pas mauvais contre le CAC, parce qu'il y a un -1 touche. Donc vous allez prendre le contrôle de cette forêt avec vos troupes importantes. Vous allez faire votre tactique par là avec une unité. Et en fait, vous allez jouer T1 ici, dans cette zone-là. Donc assez loin de lui, pour pas qu'il puisse vous all-in T1. Et en fait, vous jouez en menaçant cet objectif-là et en gardant le contrôle de celui-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, grosso modo, vous jouez pas vraiment sur cet objectif-là et vous avez une unité ici. Donc l'adversaire, il va être obligé d'envoyer une ressource pour gérer cette unité. Sinon, cette unité va casser les couilles et revenir chercher l'objet. Et il veut probablement aussi envoyer une ressource pour, pour assurer cet objectif-là. Parce que sinon, ici, alors soit il fait ça et du coup, il accepte le face-à-face dans le sens de la longueur, et là, vous êtes content. Parce qu'en fait, s'il accepte le face-à-face dans le sens de la longueur, il y a plus de distance entre vous, donc vous pouvez temporiser mieux, vous pouvez jouer sur votre forêt. Donc ça, c'est souvent ce qui va se passer parce que la nature ayant horreur du vide, l'adversaire, il va vouloir aller chercher cet objet qui lui semble tellement facile à prendre. Donc ça va être souvent le cas. Souvent, votre adversaire il va venir et sa ligne de front, il va finir comme ça, il va sortir votre unité, mais il y aura des unités loin. Et du coup, il va accepter le face-à-face dans le sens là. Ce qui vous arrange en tant que défenseur. Hein. Parce que vous allez pouvoir jouer assez loin. Vous pouvez même ensuite... Moi, je vais effacer un peu des trucs parce que là, voilà. Ensuite, vous pourrez jouer même très très loin. Vous pouvez jouer comme ça. Hein. Vous pouvez jouer dans cette ligne-là. Voire même... Attendez, je fais n'importe quoi. Là, l'objectif, il vient jusqu'ici. À peu près, hein, il est jusqu'ici. Donc, vous pouvez jouer dans ce petit carré-là pendant très longtemps. Ok. Et en fait, vous allez jouer très resserré. Et une armée très resserrée, c'est assez difficile à prendre quand même. Hein. Ça met du temps, en plus ça fait peur, il ne peut pas choper des unités toute seule. Surtout qu'il a une unité ici qui est à l'autre bout de la map puisqu'elle vient de choper votre unité. Il y a une unité ici qui vient de prendre l'objet. Derrière, c'est pas simple pour lui d'envoyer toute son armée dans votre bloc. Donc ça, c'est un premier truc, c'est quand vous êtes défavo sur cette map, il faut absolument jouer dans le sens de la longueur. Vous allez jouer sur ces objectifs-là. Vous jouez pas sur ces objectifs-là. Ils sont trop écartés, ça va trop écarter votre armée sera trop split et trop facile à prendre. Si vous jouez sur ces deux objectifs-là, vous allez avoir une unité ici et votre gros de l'armée ici. Bah, il va pouvoir vous attaquer par un flanc. Donc jamais vous jouez dans ce sens-là sur cette map. Si vous êtes faible, vous allez vouloir toujours jouer sur ces objectifs-là. Et c'est beaucoup plus simple à défendre. Ça va vous permettre de scorer tranquillement.
Sur les objets, est-ce que si tu es sur les objets T2, T3 à la fin de ton T1, tu les contrôles début T2? Non, tu les contrôles à la fin du tour du premier joueur T2. Pas du tout. Tu les contrôleras à la fin du premier tour, du premier joueur du T2. Il n'y a pas de règle spéciale comme le déploiement. Donc ce que ça veut dire aussi, c'est que ce que je vous ai conseillé, là, ce que j'ai conseillé, quand vous êtes faible ici, de vous mettre comme ça T1, eh bien ça veut dire que votre adversaire il va avoir un mort beaucoup plus facile. Parce qu'en fait, ici, vous vous rendez bien compte que T2, l'objectif là va pop. Celui-là, vous aurez le contrôle puisque vous aurez une unité ici. Mais celui-là va être neutre et celui-là va être neutre. Donc en fait, s'il joue là-dessus, il aura un mort parce que vous n'aurez pas celui-là. C'est pas grave. S'il a un mort, ça lui fait 2 points d'avance. C'est vraiment pas grave, 2 points d'avance et ça vous donne un underdog. Underdog, je sais plus ce que ça fait, mais ça vous fait déjà un CP. Et un CP, c'est très très fort. Underdog, ça vous fait... Hop, allez, on va un petit rappel. Vous pouvez mettre D3 Mortal Damage à toutes les unités qui contestent un objectif. Et ça, c'est vraiment bien aussi de commencer à mettre des mortels dans l'adversaire. Tout ce que vous pouvez gratter, vous allez le gratter. Donc, ce qui est important, c'est jouer Underdog, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, ça dépend, mais jouer Underdog de 2 points, c'est pas grave. Évidemment, il faut essayer de ne pas être underdog de 20 points parce qu'après, c'est dur à rattraper. Mais là, vous avez fait un premier tour à 8. Lui, il va faire un premier tour à 8 aussi. Ok, très bien. Démarrer le T2. Soit, alors, le démarrage du T2, ça dépend de ce qu'il a joué. Mais en fait, quand vous êtes placé ici, vous pouvez lui donner le T2. Hein. Ce qui vous assure de ne pas vous prendre un double tour dans la tronche. Hein. Sur cette map, le plus important, c'est de ne pas se faire éclater à l'attrition. Non, tu as toujours -1 pour être touché si tu es dans la forêt de mémoire. Il faut pas que l'adversaire soit entièrement à l'extérieur de celle-ci. Non, non, mais tu as -1 pour être touché, sauf si tu as chargé dans une forêt. Je vais aller vérifier les core rules pour pas vous raconter de conneries. Sauf vol, oui, tout à fait sauf vol. Tu as tout à fait raison de préciser que le vol, il faut faire attention. Mais moi, je joue assez peu d'unités qui ont le vol. Mais c'est vrai qu'Archaon ne prend pas le truc. Alors, j'ai juste revérifié les règles de cover pour pas vous enfumer. Pardon, d'obscuring, cover. Voilà, donc tu as -1 pour hit roll dès que tu as une unité qui target quelque chose qui est. Voilà. Donc, sauf si elle a le vol ou qu'elle a chargé. Donc, en fait, ce qui est intéressant en se plaçant comme ça fin T1, c'est que suivant ce que l'adversaire a fait de son T1, vous pouvez lui donner le T2. Alors, attention. Imaginons que votre adversaire a son T1. Il est réagi en se plaçant pour complètement vous aggro ici. Alors, ça va très rarement être le cas, c'est très difficile de faire ça. C'est très difficile parce qu'il vient de loin, faut pas oublier qu'il s'est déployé ici. Hein. Donc, les unités qui sont là, elles mettent du temps à arriver là. Et ça veut dire que vous avez une unité là qui est libre. Hein. Pardon. Donc, en fait, le truc qu'il faut vraiment vous rappeler, c'est que c'est l'attrition qui est plus importante. Donc, vous pouvez sacrifier des points. Alors, il ne faut pas les sacrifier gratuitement. Vous pouvez sacrifier des points si jamais ça vous permet de gagner de l'attrition sur ce scénario. Donc, si jamais il vient et qu'il fait ça, bah déjà, il n'est pas sûr de pouvoir avoir le tour. Et si jamais à ce moment-là, vous avez le tour, vous pouvez très bien lui donner parce que vous êtes bien dans votre forêt. C'est possible que votre compo dans votre forêt, elle tanque suffisamment pour gérer ça. Ou alors, vous pouvez prendre le tour et essayer de faire des choses. Prendre le tour, ça peut être intéressant. Si jamais ici, vous pouvez aller lui piquer son objet, vous pouvez aller prendre cet objet-là. Ou alors, ici, vous vous rendez compte, vous pouvez attaquer très fort d'un côté ou de l'autre. En général, quand vous êtes défavo, vous ne voulez pas rentrer au milieu en plein dedans parce que c'est ce qu'il attend. Mais il y a des solutions. Et après, si jamais vraiment vous avez aucune bonne solution, vous restez dans votre forêt. Le -1 touche, c'est très très fort. Vous mettez un max d'unités dans votre forêt, les unités les plus importantes en termes d'attrition dans votre forêt, et vous attendez dans votre forêt. Et vous n'aurez pas meilleur scénario que attendre dans votre forêt à ce moment-là. Parce que lui, à un moment, soit il va devoir vous rentrer dedans, soit il va devoir se barrer pour scorer.
Donc, il tiendra pas 3 tours comme ça. Donc, il faut vraiment vous rendre compte de quelles sont les possibilités de votre armée. Est-ce que vous avez envie de rentrer dedans? Dans ce cas, vous pouvez rentrer d'un côté ou de l'autre et essayer de lui enlever une partie de son armée. Soit vous restez dans votre forêt. Et il faut pas avoir honte de rester dans sa forêt. Des fois, tu restes dans ta forêt, tu as moins un touche, et tu dis à l'autre, bah viens, vas-y, je t'attends. Et s'il attend, bah, il score pas non plus. Donc, c'est vous, en fait, tant que vous retardez l'attrition, bah, vous avez du jeu pour les tours qui suivent. Donc voilà un petit peu pour les strates de début de partie. Début de partie, souvent, donc, pour résumer, ne pas oublier que vous pouvez jouer sur le bord proche, et c'est souvent le mieux. Faut pas oublier que ces objectifs-là, ils sont espacés de... ça, c'est 22 moins... l'objet, il fait 4 et 4, c'est 22 moins 8. Donc, entre ce point-là et ce point-là, il y a 16 pouces. Là, vous avez 16 pouces pour toucher les deux objets. Ici, là, entre ce point-là et ce point-là, vous avez 30 moins 8, vous avez 22. 14, oui. Ouais, bon, les maths, c'est compliqué ce soir. Voilà, là, je raconte n'importe quoi. Et 14 pouces. Et ici, vous avez 22. Donc, vous vous rendez bien compte de la diff pour couvrir ces objets depuis la forêt ici versus se couvrir ici sans forêt. On peut tirer depuis les forêts, oui. C'est complètement stupide, mais oui, on peut. Faut faire attention de mémoire, tu ne peux ignorer que 3 pouces de forêt. Je crois, mais il faut que je vérifie. Il me semble que si une unité est suffisamment... Alors, tu ignores la combat range, mais tu as juste besoin qu'il y ait un modèle qui soit qui ignore ça en fait. C'est un peu particulier, mais dans les forêts, imaginons, vous avez un bloc qui est comme ça, un bloc de tireur. Si vous avez juste ce modèle-là, qui a moins de 3 pouces de la lisière, toute votre unité peut tirer. Si j'invoque une forêt sylvanette à la place d'un objectif, il se passe quoi? Bah, rien de spécial. Hein. Tu veux dire si par exemple, tour 1, tu invoques une forêt ici? Bah, rien, hein, l'objectif il pop dans ta forêt, hein, et t'es content. Après, l'adversaire, il a aussi des charges vers ton objectif beaucoup plus faciles, etc. Hein, donc, c'est pas sûr que c'est toujours le bon choix. Mais oui, si tu invoques une forêt sylvanette, l'objectif pop, il pop, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a une restriction sur le placement d'une forêt sylvanette vis-à-vis d'objectifs existants, mais pas vis-à-vis d'objectifs qui n'existent pas encore. Et il n'y a pas de règle dans The Vice pour dire si jamais l'objectif arrive à un endroit où il y a un terrain. D'ailleurs, sur n'importe quel terrain, ça marche. Hein. Vous pouvez mettre votre terrain ici. Vous avez votre objectif qui pop sous le terrain. Hein. D'ailleurs, il est fort probable. Alors, je pense que ça passe pas avec la proximité ici, mais avec un terrain aussi arc, vous pouvez peut-être couvrir tout l'objectif et du coup empêcher le scoring dessus. Tant que vous n'avez pas détruit le terrain. Ce qui est un plus un avantage pour l'adversaire que pour vous, mais bon. Donc ouais, n'hésitez pas à jouer vraiment sur la longueur, enfin sur la largeur pardon de ce scénario, plutôt que sur la longueur, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Je vais vous donner un exemple. Alors attends, on va parler plutôt de la fin de partie. Sur la fin de partie, c'est extrêmement simple. Vous avez ici une zone de 3 pouces et une zone de 6 pouces. Si vous n'êtes pas assez fort pour attaquer le château qui est dedans, mettez-vous à 6 pouces. Vous mettez juste à 6 pouces. Vous mettez un max de figurines à 6 pouces tout autour. Il faut juste que l'adversaire ne les tue pas toutes. Ça veut dire que l'adversaire ne marquera que 3 points. Il fait très peu. Et si jamais vous pouvez, bah, là, il faut rentrer dans le château ou il faut être le premier ici. Alors, il faut voir comment l'adversaire a envie de jouer. Parce que l'adversaire, si jamais il est très fort, enfin, si jamais il est un très bon match-up contre vous, ça c'est son déploiement tour 1. Tour 2, ce qu'il va faire, normalement, si jamais c'est pas de la team et si jamais c'est du solo qui veut uniquement gagner le match, tout ce qu'il a à faire, c'est à se mettre ici.
Alors, l'adversaire, vous allez vous déployer. Je vais enlever tous les trucs. Si c'est du solo et que vous êtes dominé, vous allez vous mettre par là, comme ça, grosso modo. L'adversaire, il va prendre son terrain, et lui, au contraire, il va se positionner ici, dans ce triangle-là. Parce qu'il veut vraiment commencer à s'imposer sur cet objectif-là, en prenant ça ici, en prenant ça ici. Et ensuite, plus ça va avancer, plus il va reformer son triangle ici. Mais il va pas forcément venir vous engager, parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est vous interdire l'accès à l'objet. Il n'a pas besoin de scorer beaucoup en solo. Donc en solo, en single, là, il va pouvoir juste se mettre là et bunkeriser là-dessus. Voire même, si vous n'avez pas de téléport, il va juste bunkeriser là-dessus. Donc là, c'est assez complexe à jouer pour vous, parce que c'est très, 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 très difficile de gagner ce scénario contre un adversaire qui a un bunker que vous pouvez pas tuer en 2 tours. En un, voire en un tour. Parce que si vous pouvez le tuer en 2 tours, des fois, c'est trop tard. Donc, ça dépend ce que fait votre armée. Si votre armée, c'est une armée de défense, ben, vous allez vouloir vous setup pas trop loin de l'objet. Donc, vous setup par ici pour vous assurer que ici, vous n'êtes pas trop loin avec ce qui défend le plus fort ici. Mais ça dépend. Si ça tape extrêmement violent en face, vous savez que vous avez probablement perdu le scénario. Et là, après, il faut tenter des choses. Maintenant, en équipe, faut faire ça. Faut faire ça. Scorer sur cette trame-là. Et à partir du tour 4, il faut envoyer des unités à 6 pouces de l'objectif pour l'empêcher de scorer, sans charger. Parce que charger, ça lui donne des dégâts à son tour. Évidemment, tous les cas sont particuliers, hein. Il y a des moments où il faut charger. Mais si vraiment vous cherchez juste à minimiser le score, vous allez mettre toutes vos unités à 6 et ne pas charger, parce que comme ça, soit il doit dépenser 2 CP pour une contre-charge, et c'est toujours 2 CP qu'il n'aura pas, soit ensuite, il n'aura pas de dégâts à votre tour. Ça dépend du match-up. Je vais vous parler un petit peu d'un match-up que j'ai eu sur The Vice qui était très intéressant. Vous vous souvenez de Luminette pré-nerf, quand le vent, ça pouvait bouger partout? Donc je jouais avec ma liste Archaon. Donc j'avais Archaon, j'avais D Chosen, j'avais 2 packs de Fell Rider. J'avais quoi d'autre? J'avais Archaon, D Chosen, 2 packs de Fell Rider, un Chaos Sorcerer Lord, des Furies d'Araptorix. Et grosso modo, je jouais contre 20 Sentinelles, un Spirit of the Winds, Sevireth, Teclis et 10 Windcharger. Donc grosso modo, moi quand j'ai abordé ce scénar, et on était en solo, donc tout ce qu'il fallait c'était gagner le scénar. Donc moi tout ce que j'ai fait, c'est j'ai posé mes Chosen là-dedans. J'ai posé mon Archaon ici, donc assez loin. Et j'ai fait du scoring avec du Fell Rider ici, avec ici des trucs ici, avec des machins ici. Et en fait j'ai joué là. Parce qu'en fait, je savais que mon seul et unique objectif, c'était de garder Archaon full PV pour le T4, T5. À un moment, il a posé ses sentinelles ici pour tuer mes Fell Riders ici. Il a tué mes Fell Riders. Et grosso modo, j'ai œil de Shirian. Je savais que j'avais le double tour. J'ai envoyé mes élus dans les sentinelles. Parce qu'en fait, tout ce que je voulais, c'était réduire son DPS. Les élus sont morts, hein, mais j'ai tué les 20 sentinelles. Les élus, ils se sont retrouvés dans la pampa ici. Mais j'ai tué les 20 sentinelles. Et du coup, T4, je pose Arca en plein centre. Il était full PV. Bah, il m'a all-in et il a pas réussi à me le tuer. Donc, à partir du moment-là, j'avais gagné la partie parce que j'avais Arca en plein centre. Donc, en fait, tout ce que j'ai fait, T1, c'est que j'ai sacrifié des unités. J'ai pas sacrifié mes Chosen, j'ai pas sacrifié mon Archaon. Au moment où il pop ses sentinelles ici, je sais que les sentinelles, c'est ce qui peut me. C'est quasi son plus gros DPS. En tout cas, s'il les a pas, ça me fait une grosse épine du pied en moins. J'ai sacrifié mes Chosen pour sortir les 20 sentinelles. Et derrière, Archaon, il a posé son cul sur l'objet T4, T5 et j'ai gagné la partie comme ça. Donc, on peut gagner, mais il faut vraiment réfléchir à comment jouer ce scénar. Et il faut réussir à garder ces pièces importantes pour le T3, T4, T5. Il faut vraiment pas perdre d'unité T1, T2 ou assez peu d'unités. Vous pouvez perdre votre unité ici, c'est pas grave. Surtout si vous obligez une unité à se positionner ici. Bloquer les 6 pouces de l'objet central avec des manifestations. Alors tu peux essayer, hein, mais déjà contre Archaon, c'est pas possible parce qu'il les mange. Et aussi, oui, avec Teclis, ouais, mais Archaon, il bouffe les manifestations, donc bonne chance, quoi. Dès que tu mets une manifestation, enfin, en tout cas, il va la charger, il la mange et ensuite il pile in.
Donc faut sacrément bloquer des choses hein, pour empêcher Archaon de rentrer sur l'objet. Hein. Donc non, c'est pas simple hein, pour lui. Mais en vrai, en fait, grosso modo, il lui manquait pas tant que ça en DPS hein, pour me sortir Archaon. Hein. C'est à un moment, il a sacrifié un Spirit of the Wind pour faire une tactique, ce qui était une connerie monumentale. T1 ou T2, il a sacrifié un Spirit of the Wind par là pour faire une tactique. Jamais faut faire ça. Et il a sacrifié 20 sentinelles. S'il avait son Spirit of the Wind et 20 sentinelles, il me sortait Archaon. Et j'avais perdu la partie. Tout ça pour tuer des Fell Riders dont on se fout. Ils servaient à rien, les Fell Riders, pour la game. Grosso modo, tout ce qu'il avait à faire, c'est juste à camper sur les objets, à marquer au moins autant que moi. Et il avait de l'avance au scoring. Et à perdre aucune unité. S'il perdait aucune unité, au moment de T5 où j'avançais au centre, il me flinguait Archaon, c'était fin de partie. J'avais perdu la partie. C'est dommage. Mais bon. Du coup, vous voyez que ce scénario est vraiment beaucoup plus technique que ce qu'il n'y paraît. Et vous pouvez vous en sortir au moins en équipe. En solo, il va falloir que l'adversaire fasse des erreurs si vous êtes vraiment défavos. Parce que c'est quand même pas simple. Mais vous pouvez aller sauver des points. Et si vous la jouez correctement, vous pouvez vraiment sauver pas mal de points sur ce scénario. Hein. C'est pas si simple de faire les 10 de fin. Parce qu'au centre, il y a moins de tactique. Bon, alors, souvent, sur cette map, c'est pas mal de garder le centre parce que vous pouvez le faire en fin de partie, si jamais vous dominez. Mais c'est pas si simple de faire de la tactique quand vous voulez garder le centre. Parce que il y a beaucoup de tactiques qui vous encouragent à aller chercher un terrain. Donc là, il faut aller chercher celui-là, peut-être. Donc ça va, il est pas si loin. Mais ça veut dire qu'il faut déporter une partie de l'armée. Vous allez avoir une tactique qui vous demande d'interagir avec l'opposant. Donc, il faut sortir de son objet. Et l'objet, en fait, il faut défendre 6 pouces autour. C'est pas si petit. Donc, bon. Vous avez moyen de gratter des points sur cette map. Et je trouvais ça très, très important d'en parler. Mais ouais, c'est très, très important. Plus que sur beaucoup d'autres maps, il faut avoir un plan pour votre T4, T5. Et votre plan, ça peut pas être... Alors, si votre plan, ça peut être, je peux le table rase. Mais attention, si l'adversaire joue bien, il ne veut pas vous laisser le table rasé si facilement, même si vous avez une armée qui le domine. Si jamais il commence à jouer sur sa forêt très compacte, ça va pas être si simple que ça. Sauf si vous êtes un Save to Darkness, mais tout le monde ne joue pas STD ou Stormcast. Donc, et Stormcast galère contre... Enfin, galère, toute proportion gardée, hein. Mais il galère un petit peu contre la forêt, le Stormcast. Donc, il y a des outs dans ce match-up. Pensez bien à la forêt qui est ici, très, très important. Et pareil, je vous ai fait le déploiement au cas où l'adversaire se déploie ici. Hein. Mais vous pouvez vous déployer de manière inverse si l'adversaire met son gros d'armée ici. Hein. Vous pouvez vous déployer complètement ici et rentrer, prendre le contrôle de cette forêt-là. Hein. Ça marche aussi. Hein. L'important, c'est d'être loin pour gagner du temps. Si vous êtes défavorable, vous voulez gagner du temps sur ce match-up. Pour avoir un maximum d'unités T4, T5. Et quand vous avez un T4, T5, il n'y a pas grand-chose à réfléchir. Vous envoyez tout au centre. Et alors, si, il faut réfléchir quand même, savoir si vous voulez charger ou non. Il y a des moments où vous voulez charger, des moments où non. Mais si vous voulez gagner, à un moment, vous allez être obligé de charger. Si vous voulez défendre des points, des fois, il suffit de ne pas charger juste pour défendre 3 points. Donc, c'est assez important. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur Scénar. Et oui, bien faire attention que les objectifs, ils n'apparaissent pas sous votre contrôle. Imaginez, vous avez démarré ici T1, et ensuite vous refaites votre formation et vous n'êtes pas sur l'objectif là, mais il ne sera pas sous votre contrôle. Hein, donc il faudra ramener une unité dessus. C'est pour ça que c'est pas mal, à la fin de votre T1, d'avoir un pied sur l'objectif là. Et ça dépend comment vous jouez. Hein. Si vous jouez en tant que défenseur, vous aurez un pied sur un seul objectif et pas sur l'autre. Si vous jouez en tant qu'attaquant, vous aurez un pied sur chaque objectif. Comme ça, après, vous pouvez vous en aller pour les tours suivants de ces deux objectifs-là. Mais c'est bien d'avoir un pied sur l'objectif pour le démarrage du tour. Ça veut dire que vous allez le contrôler dès la fin du tour du premier joueur du T2. Et c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur ce scénario. Hein. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais il y a vraiment des choses à faire avec les terrains. N'oubliez pas de jouer avec les forêts, c'est très très fort. À moins un touche, c'est très très fort. Ça swing beaucoup de stats dans des match-ups. Donc n'hésitez pas à vous en servir, à en abuser. Ça swing beaucoup plus quand il y a du tir. Et là, la forêt est idéalement placée pour défendre ces deux objectifs-là.
parce que vous n'avez pas besoin d'être dessus pour le défendre, hein. Quand vous avez 10 Chosen ici, bah, ça défend sacrément bien cet objet-là, hein. Il n'a pas très envie d'envoyer beaucoup de choses dessus, hein. Peut-être une unité pour taguer, mais là, dans ce cas, vous avez une petite unité qui peut surgir de derrière pour la choper. Ça défend vachement bien 10 Chosen quand c'est ici, hein. Ou autre chose que 10 Chosen, bien sûr, hein, mais votre unité de dégâts dans la forêt, ça défend plus que juste ce qui est sous ses pieds, hein. Ça défend une zone autour, quoi. Bon, voilà, hein. Écoutez, je vais pas vous embêter plus longtemps que ça. Mercredi, on passera plus de temps. Là, c'était un peu un stream dépannage, hein, puisqu'on n'avait pas Mathieu, hein. Mais mercredi, on a un vrai gros stream. Unité de dégâts en cosse humaine. Non, mais il n'y en a pas en cosse humaine. Donc, oui, non, c'est compliqué. Mais cosse humain, c'est très compliqué, hein. J'essaie, mais c'est très compliqué en ce moment, Ordo, hein. Force à toi. Cosse, je pense que ça se joue vraiment complètement. Cosse humain, ça se joue complètement différemment. Il y a rien qui se joue comme cosse humain. C'est du MSU, c'est beaucoup de persos qui sont très bons, Doralia, Galen et Kalisentol, etc. C'est beaucoup de persos qui sont très bons. Mais ouais, ça va être dur au niveau attrition. Après, la cave, elle tank bien, hein, donc ça reste. La cave fait un petit peu de dégâts, mais ça fait pas. C'est pas une unité de dégâts non plus, hein. C'est une unité qui fait un petit peu de dégâts. C'est une unité qui tank bien, ceci dit, pour ces points. Donc voilà, mercredi, on se retrouve pour l'analyse des L2, L3. N'hésitez pas à me les envoyer sur Discord. Jeudi, on joue Archaon contre Idonet, ça va être très cool. Et surtout, la semaine prochaine, lundi, stream d'anniversaire, ne le manquez pas. Vous allez regretter de le manquer. J'ai pas encore fini la programme, mais ça va être cool. Et voilà. Donc je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci pour le petit stream, d'être là. En tout cas, je voulais quand même faire un petit stream ce soir pour vous voir. J'avais envie de vous discuter avec vous. J'avais envie de parler de The Vice. Un peu triste pour Manwë. J'espère qu'il se remettra bien. J'espère qu'il va quand même relativement bien. Mais ce n'est que partie remise. On l'aura avec nous très bientôt. Et voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Je teste Talia ce week-end. On va faire un gabarit, on va claquer 100 € dans une figurine. Ouais, t'as bien raison. Et moi, j'ai une Talia et je peux pas m'en servir. Donc ça me fait chier. En tout cas, excellente soirée à tous. À mercredi. Plein de bisous. Reposez-vous. À mercredi. Ciao, ciao.